Bonjour et bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Cette semaine, on se concentre sur un secteur qui ne cesse de grossir sur les marchés boursiers, celui des jeux vidéo. Car en plus d'intéresser de plus en plus de gamers, les jeux vidéo sont devenus une thématique boursière à part entière. Aujourd'hui, le secteur dégage des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Selon les projections les plus actuelles, on dépassera même les 350 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2030. C'est bien plus que le secteur de la musique et du cinéma réunis. Alors, faut-il mettre des jeux vidéo dans votre portefeuille ? Et si oui, faut-il privilégier les actions des éditeurs de jeux ou celles des créateurs de consoles ? Existe-t-il des ETF thématiques qui suivent le secteur tout entier ? Pour nous aider à mieux comprendre ce secteur, j'ai le plaisir de recevoir le stratégiste Michel Ernst qui, en plus d'être un des pères du Belvint, en connaît un rayon sur les jeux vidéo. Bonjour Michel. Bonjour Salim. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker dédié aux jeux vidéo. Alors on dit souvent aux jeunes investisseurs qu'il faut un petit peu aimer dans quoi on investit pour avoir envie de suivre ces secteurs. Toi, il y a une passion qui t'anime depuis très longtemps, c'est la passion du jeu vidéo. C'est tout à fait exact et c'est aussi très correct ce que tu dis, que pour bien investir, il faut, je pense, d'abord bien connaître le secteur dans lequel on investit. C'était d'ailleurs, disons, une des premières leçons de Warren Buffett, le fameux sage investisseur que l'on connaît bien. Et donc effectivement, oui, parmi mes passions, il y a celle du jeu vidéo que je pratique depuis longtemps. Toi, comment t'es venue cette passion en fait du jeu vidéo ? Je dirais le jeu vidéo, je le pratique effectivement depuis longtemps. D'ailleurs, je crois comme beaucoup de gens, avant les smartphones, on avait les fameux GSM avec les petits jeux tout faciles, le serpent, le Minesweeper, les jeux de cartes, etc. Bon. Et puis, j'ai eu aussi, je pense, parmi les premiers, les fameuses consoles Game Boy, avec notamment les fameux jeux Pokémon. J'y ai joué, ma femme aussi, puis après les enfants ont repris. Et donc, là déjà, je jouais pas mal. Et puis alors, évidemment, c'est vrai que oui, j'ai eu déjà aussi les premiers jeux sur PC. Et donc, je connais les jeux depuis ce moment-là. Ça remonte à quelques décennies, je dirais. Et je voyais déjà à l'époque le potentiel, parce qu'on en parlait de plus en plus. Alors, il y a eu des drivers qui ont vraiment fait exploser la demande des jeux vidéo, et donc le business, et donc le secteur du jeu vidéo. Mais ça a commencé, oui, lentement. J'ai aussi connu le système Atari, etc. Donc, vraiment la préhistoire des jeux vidéo. Alors, avant de voir vraiment comment tu as investi dans les jeux vidéo, est-ce que les jeux vidéo ont influencé ton goût pour la bourse ? Entre autres, oui. Je dirais pour l'anecdote, d'ailleurs, quand j'ai commencé mes études à l'université en économie, très vite, je me suis dirigé, disons, vers, entre guillemets, les marchés boursiers, puis j'ai commencé pour différents brokers. Pourquoi ? Parce que justement, je suis très éclectique. Énormément de domaines m'intéressent. Et donc, effectivement, oui, quand j'ai découvert le jeu vidéo, puis que j'ai vu, qu'il y avait des sociétés cotées, en matériel, en édition de logiciels, etc., évidemment, naturellement, je me suis intéressé à ça au niveau aussi des investissements. Et alors, ceux qui suivent les marchés depuis quelques années ont vu apparaître Nvidia comme première capitalisation boursière, mais ceux qui jouent aux jeux vidéo depuis très longtemps, comme toi, connaissaient bien sûr cette marque-là. Oui, tout à fait. C'est exact que maintenant, beaucoup d'investisseurs, évidemment, tous connaissent l'IA et donc Nvidia, qui est le champion du monde en la matière. Moi, je connais Nvidia depuis encore beaucoup plus longtemps, tout simplement parce que de tout temps, j'irais en tout cas, depuis que les jeux vidéo existent, notamment sur PC, j'irais la Rolls des cartes graphiques, c'est les fameuses cartes Nvidia GeForce RTX maintenant, qui évoluent beaucoup et qui sont vraiment les cartes les meilleures pour jouer avec des jeux notamment assez puissants. Sur mon PC, j'ai une carte encore Nvidia qui a déjà bien évolué. Et depuis combien de temps tu as mis Nvidia dans ton radar d'investisseur ? Depuis ce moment-là, en fait. Bien avant, évidemment, qu'on parle de l'IA. Alors, c'est clair qu'évidemment, les enjeux de l'IA et le chiffre d'affaires de l'IA est encore beaucoup plus important, évidemment, que celui du jeu vidéo.
c'est même d'ailleurs un peu un problème maintenant, hein, je dirais, pour ceux qui jouent dans les jeux vidéo, parce que maintenant, l'IA est tellement importante pour Nvidia, qui se développe très fortement dans l'IA, qu'en fait, les cartes graphiques commencent à devenir très très chères. Et donc, ça devient un problème, parce que voilà, clairement, Nvidia est passé sur l'IA plutôt que... Ils continuent à faire du jeu vidéo, enfin des cartes pour les jeux vidéo, mais c'est d'abord l'IA leur premier business. Alors on voit typiquement que dans l'histoire du jeu vidéo, qui n'est pas super longue, il y a d'abord ceux qui ont créé les outils, les machines, qui ont aussi édité des jeux, mais à côté de ça, on voit aussi ceux qui ont édité des jeux et des logiciels. Et donc cet écosystème-là s'est développé au fur et à mesure de succès populaires. Toi, quels ont été les jeux les plus populaires auxquels tu as joué ? J'ai joué à pas mal de jeux très connus, évidemment. Je suis assez éclectique. J'adore par exemple les jeux de stratégie. Il y a un jeu auquel j'ai beaucoup joué, je joue encore parfois, c'est Age of Empires, qui est maintenant d'ailleurs disponible sur mobile. On en reparlera parce que ça, c'est fort important sur les smartphones. Alors, il y a d'autres jeux avec lesquels je jouais, très très connus, comme les jeux de foot, évidemment, la fameuse licence FIFA de Electronic Arts. Alors aussi des jeux de manipulation de voitures. Autant je suis un conducteur prudent, respectueux du code de la route, là, sur PC. Je me lâche plutôt avec des jeux comme Need for Speed, par exemple, qui est assez connu aussi. Et qui sont maintenant disponibles, on en reparlera, je pense aussi, via des plateformes maintenant comme Steam. Donc je suis abonné à Steam, où on peut avoir plein de jeux, disons, que ce soit plus anciens, entre guillemets, ou plus modernes. Alors évidemment, j'attends aussi le fameux nouveau jeu GTA, le 6, iconique, on en parle depuis des années, qui va battre tous les records. Oui, parce que là aussi, on peut avoir des comportements qu'on n'a pas tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est ça ? Non, exactement. C'est pour ça que je trouve il ne faut pas non plus stigmatiser. Parfois, certains disent dans les revues de presse que oui, tous les jeunes qui jouent à des jeux vidéo sont des sauvages sur la route, etc. Ou les personnes qui jouent... je dirais non, je peux me permettre de dire, j'en suis un exemple. Je suis très très rarement, disons, contrôlé par excès de vitesse, etc. Alors que je roule depuis longtemps, etc. Je suis très respectueux, franchement, mais sur les jeux vidéo, là par contre, c'est une autre personne, quoi. Alors on va maintenant un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a dans le capot de ce secteur. Tu l'as dit, il y a eu un grand changement avec l'apparition des smartphones qui a créé toute une nouvelle manière de monétiser en fait ce qu'est un jeu vidéo. Parce qu'avant, on le monétisait en vendant soit les outils sur lesquels on jouait, soit en vendant les cassettes. Aujourd'hui, il y a des abonnements, mais les joueurs peuvent même eux-mêmes générer de l'argent en jouant. Oui, tout à fait. Effectivement, le modèle a fort évolué. Avant, il y avait les cassettes et puis il y a eu les CD-ROM qu'on insérait dans le PC. Et là, le business model était très simple et je dirais relativement safe en termes de dépenses. Parce que voilà, on payait par exemple 50 € un jeu vidéo, on jouait à vie et puis c'était terminé. Le business model a maintenant énormément évolué. On a les fameux jeux DLC et alors ce qu'on appelle aussi en anglais les free-to-play. C'est assez illusoire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits au départ, on voit souvent ça sur son smartphone, jeu, puis en tout petit on voit achat intégré, et c'est là qu'il y a la fameuse évolution, la subtilité du nouveau modèle, c'est que oui, on peut maintenant jouer à énormément de jeux gratuits, mais c'est gratuit jusqu'à par exemple le 3e niveau, où c'est gratuit, mais on a moins d'armes par exemple dans un jeu de tir que l'adversaire, etc. Et les options payantes, ça fait exploser évidemment le budget et ça rentabilise beaucoup plus qu'avant les jeux vidéo pour les concepteurs. Il y a des jeux vidéo maintenant, si on rajoute les options, si on rajoute toutes sortes de choses que l'on peut acheter, parmi les plus emblématiques, il y a la fameuse Sims par exemple, auquel ma fille joue beaucoup. On peut dépenser des centaines d'euros pour des nouveaux packages, des nouvelles extensions, etc. Donc ça a fortement développé évidemment le business et les revenus effectivement des éditeurs de jeux vidéo. Et à côté de ça, effectivement, il y a aussi autre chose qui a fort dopé la demande et l'explosion du jeu vidéo, c'est évidemment les smartphones. Parce que maintenant sur les smartphones, il y a une telle puissance et une telle définition, on peut jouer avec énormément de jeux. Et je voyais récemment une statistique maintenant, d'ailleurs, dans le business du jeu vidéo, les mobiles représentent 55% du business. Pour 24% pour les consoles style PlayStation et Nintendo, etc. Et puis on a les PC, 21%.
Donc oui, les smartphones, notamment, ont fortement dopé la demande et la croissance du jeu de vidéo, qui représente, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais actuellement, je voyais encore récemment, que je regarde aussi beaucoup ce qui se passe au niveau financier comme investisseur dans le secteur. Maintenant, le secteur du jeu vidéo dans le monde représente, selon les stats, il y a quelques variantes, entre 300 et 400 milliards de dollars. Et on pense que ça pourrait doubler d'ici 5 ans. C'est énorme. Oui, et on voit aussi, notamment avec Apple, qui a parfois des différends avec certains éditeurs de jeux sur comment l'intégrer dans son magasin et pas dans l'autre magasin, quelle exclusivité on va donner à l'un ou à l'autre. Et ça a des implications après sur le cours de bourse. Ah oui, oui, ça a des implications énormes parce que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, il y a différents types, je dirais, d'acteurs dans le business. Ce que j'appellerais les pure players, si je peux prendre un terme des pure players, comme Nintendo, comme par exemple Ubisoft, bien Electronic Arts, qui sont des éditeurs, voilà. Et puis à côté de ça, il y a ce que j'appellerais des conglomérats, parce qu'on cite beaucoup Microsoft, par exemple. C'est vrai que Microsoft est très présent, via notamment sa fameuse Xbox, mais Microsoft ne fait pas que ça, évidemment. Microsoft, c'est aussi tous les logiciels qu'on utilise pour des tas d'autres fonctions. Microsoft, c'est aussi les 3 leaders mondiaux du cloud, avec Amazon et Google, mais ils ont une activité jeu fort importante. Il y a d'autres aussi joueurs, notamment asiatiques, comme Tencent, par exemple, qui investit de plus en plus également dans la filière jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que de nouveau, c'est un business en forte croissance. Je voyais encore récemment aussi, on parle du fameux CAGR, donc le fameux taux annuel composé. On parle de 10% de croissance pour le secteur du jeu vidéo, c'est colossal. Oui, au dernier résultat de Tencent, oui. On avait mis l'accent sur la bonne tenue du secteur jeux vidéo en Chine et ça avait boosté... c'est colossal, parce qu'évidemment la Chine, c'est un marché énorme. Et les Chinois sont littéralement des fous de jeux vidéo. C'est encore je dirais, au-dessus de la passion qu'on peut avoir en Europe, aux États-Unis. Et donc, le marché se développe énormément. C'est en Asie qu'il y a la plus forte croissance attendue du marché du jeu vidéo. Et alors maintenant qu'on sait tout ça, si on reprend nos lunettes d'analyste financier, comment est-ce qu'on peut analyser ce secteur quand on veut y investir ? Comment on peut l'analyser ? Je dirais, oui, il faut d'abord essayer de bien comprendre les tendances. Puis je dirais quelque part, un peu comme au cinéma, il y a des blockbusters. Il y a des blockbusters avérés ou pas, attendus ou pas, espérés ou pas. Et selon que le blockbuster marche ou pas, ça peut influencer fortement un éditeur. On a vu par exemple Ubisoft, ils ont eu quand même pas mal de problèmes parce que voilà, il y avait des jeux en retard ou des jeux malheureusement qui fonctionnaient moins bien que prévu. Ubisoft, donc qui est un éditeur français, connu surtout pour Assassin's Creed. Assassin's Creed, oui, qui est un des jeux emblématiques les plus importants. Mon fils Florian joue beaucoup avec. Et donc pour un investisseur, il y a une sortie d'un jeu ou une nouvelle version d'un jeu emblématique, et parfois ça fonctionne. Il y a le succès derrière, il y a du coup des rentrées financières et le chiffre d'affaires gonfle. Parfois ça fonctionne pas et c'est des investissements qui sont faits alors à perte. Ah oui, ça peut être colossal parce qu'effectivement les jeux, notamment emblématiques avec les licences comme parce que Assassin's Creed, il y a plusieurs versions qui ont évolué. C'est tellement attendu que la moindre déception ou quelques déceptions, parce qu'en plus, maintenant que les réseaux sociaux, tout se transmet très vite, il y a des sites spécialisés pour les gamers, etc. S'il y a un jeu qui vient d'être lancé et s'il y a trop de bugs au départ ou trop d'anachronismes, directement, le jeu est descendu en flammes et il y a moins de commandes ou moins de précommandes, donc ça peut aller très vite dans les deux sens. Par contre, si c'est bien accueilli, alors là, c'est la flambée. Pour ça, tout à l'heure, je parlais de GTA, la 6e version, le 6 qui va sortir. En fait, le 5 était sorti en 2013, donc il y a déjà pas mal de temps. Et le 6 a été reporté plusieurs fois. Moi, personnellement, en tant que joueur, je l'attends, c'est vrai, avec beaucoup d'intérêt. Je préfère à la rigueur qu'ils aient du retard, mais qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et maintenant, on parle beaucoup de novembre de cette année pour la sortie de ce jeu, dont les budgets ont explosé. Parce que là aussi, je dirais, avant, des jeux étaient conçus pour quelques dizaines, quelques centaines de millions de dollars, c'était déjà beaucoup. Maintenant, tout est secret, évidemment, mais selon certaines statistiques, certains disent qu'il aura coûté entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, certains disent plus. Donc, et ça, c'est Take-Two, c'est ça le...
Tech2 Interactive, ouais. Qui est aussi coté en bourse. Oui, tout à fait. Et alors, en préparant l'émission, j'ai aussi vu que par exemple, Nintendo avait sorti un nouvel outil, donc une version 2 de sa fameuse Switch, qu'on n'a jamais connu un pareil lancement pour une console de jeu, mais aujourd'hui, le cours de bourse depuis la sortie a fortement chuté et Nintendo évolue bien loin de ses records, alors que à la bourse de Tokyo, c'est plutôt la fête. Oui, je dirais de nouveau, c'est des marchés assez volatiles, la moindre déception dans les commandes, etc. C'est clair qu'il faut le dire en termes de matériel, les consoles notamment, les prix ont fortement évolué à la hausse. Hein. Maintenant, je dirais un jeune, sauf si il fait partie d'une famille fortunée ou s'il a un soutien de ses parents, les consoles maintenant, ça coûte parfois des centaines d'euros. Un jeune, c'est quasiment pas possible de se le payer, quoi. Sans compter, évidemment, oui, les jeux qu'il faut insérer, parce qu'on ne parle que de la console. Donc, oui, c'est un secteur qui est devenu, je veux dire, un peu, ça peut paraître paradoxal, on parle de jeux vidéo, on parle de technologie évidemment aussi, mais ça devient de plus en plus quelque part un peu du luxe. Donc, ça commence à pencher également vers ce secteur-là. Oui, et là, typiquement, l'exemple de Nintendo, c'était parce que certains composants de ces consoles, notamment des cartes graphiques, il y avait une inflation sur ce prix là, et il y avait des craintes de voir le prix de cette console augmenter, alors que c'était un des atouts de son succès. Ah oui, mais tout à fait, parce que je disais tout à l'heure, le problème maintenant pour le secteur du jeu vidéo, c'est que les cartes graphiques deviennent de plus en plus chères. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surdemande au niveau de l'IA. Et donc, Nvidia, mais aussi d'autres boîtes comme AMD, etc., aux États-Unis, qui sont dans le secteur. Maintenant, on met tout, je dirais, ou beaucoup sur le secteur de l'IA, qui est énormément porteur, où là, les enjeux sont colossaux. Et alors, je ne vais pas dire ne néglige pas, mais enfin, on sert le secteur du game à côté. Et donc, effectivement, ça devient, je vois encore récemment, par exemple, maintenant, une des cartes graphiques les plus puissantes d'NVIDIA, c'est la GeForce RTX 5090. Elle coûte des milliers d'euros. Et à l'heure d'aujourd'hui, où on voit que le secteur du jeu vidéo a été précurseur dans pas mal de secteurs, du point de vue marketing, point de vue matériel, point de vue de l'édition, est-ce qu'on peut se dire que c'était un bon investissement, finalement ? Oui, c'était un bon investissement, mais je dirais évidemment... la pierre angulaire de tout ça, ça restera évidemment l'évaluation et le prix. Alors justement, on parlait d'NVIDIA. NVIDIA a souvent été considérée comme une action chère, parce qu'elle cote plusieurs dizaines de fois en termes de ratio coût-bénéfice. Mais il faut avouer aussi, et depuis des années, NVIDIA n'arrête pas de surprendre. Chaque fois qu'il publie un résultat trimestriel, et pourtant... Je dirais, les grands analystes suivent ça de près et sont ambitieux, et ils dépassent encore les chiffres ambitieux des analystes, quoi. Ça a encore été le cas il y a quelques semaines. Évidemment, maintenant, de nouveau, c'est surtout l'IA qui porte, mais il y a quand même aussi le jeu vidéo. Et donc, oui, Nvidia, entre guillemets, est, je dirais, cher, mais non, c'est pas cher, parce que tant que le taux de croissance est là, tant que les surprises sont positives, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Alors évidemment, il y a d'autres. Je disais tout à l'heure, je parlais de Microsoft. Là, c'est un peu plus compliqué parce que là, on analyse plusieurs secteurs. Donc là, il faut analyser chacun séparément pour voir si tout est porteur ou pas. Donc, et puis alors, comme je disais, pour les purs players et éditeurs, on scrute évidemment les sorties, les nouveaux jeux ou les poursuites de licences. Est-ce que la nouvelle version va être intéressante ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de précommandes ? Parce qu'il y a des analystes spécialisés vraiment en la matière qui suivent ça de très très près. Et on peut déjà voir au niveau des précommandes ou au niveau de ce qu'ils disent sur les réseaux, parce que là aussi, ça a beaucoup d'influence, si un jeu va être fort recherché ou pas. Ou les royalties aussi. J'ai vu que parfois, d'un jeu... qui ne payait pas de mine comme ça au départ, devient un film par exemple. Oui, tout à fait. Et après, il faut voir qui a les droits. Est-ce que c'est le concepteur ? Est-ce que c'est l'éditeur ? Oui, par exemple, parmi les plus connus, dans ce que tu cites, il y a évidemment les films Super Mario, par exemple, qui ont été au cinéma, et qui ont été un succès. Puis alors, comme on dit, il y a les licences. Je vais dire un autre cas. McDo, par exemple, hamburger, quand ils voient qu'il y a un jeu des personnages qui marche, il lance dans les PMI, notamment pour les enfants. Ça marche toujours très bien. Des jeux qui ont trait à ça. On l'a vu, par exemple, il y a quelques mois avec le jeu Minecraft. McDo avait sorti des jeux dans les PMI, des jouets Minecraft.
Et voilà. Et tout ça, ça se paye évidemment. Donc, et alors aussi, je dirais même, parce qu'on parle ici beaucoup maintenant de jeux actuels et très connus, des blockbusters, mais il faut savoir que des jeux, je dirais, ancestraux style Pac-Man continuent à rapporter de l'argent. J'ai vu récemment, je me dis, waouh, ça a déjà généré apparemment en termes de revenus, je crois 30 à 40 milliards. Pac-Man. Des petits trucs tout simples, quoi. Donc, oui, les licences, les royalties, ça peut être très important, quoi. Puis, je ne parle même pas non plus des peluches, etc., tout ce qui tourne autour. Oui, au niveau marketing et produits dérivés, ça peut être très, très important. Donc, en suivant le secteur, on voit aussi que parfois des techniques commerciales, des techniques de marketing se développent dans ce secteur bien avant le reste. Oui, tout à fait. Et j'irai à cet exemple-là, mais il y a aussi un autre exemple qu'on n'a pas cité, c'est l'exemple de certaines grandes firmes, par exemple, qui investissent pour être présents dans un jeu. Dans Fortnite, par exemple, il y a des choses qui sont purement cosmétiques. Où on peut acheter, par exemple, une armure ou un vêtement qui ne donne rien en termes de développement dans le jeu, en termes de puissance, mais qui est simplement joli. Donc, il y a des marques qui investissent pour être représentées dans les jeux, et donc ça peut rapporter beaucoup d'argent, tout comme très bien expliqué, effectivement. Oui, si on a une bonne idée, si on s'y connaît en informatique, en développement, etc., il y a moyen, effectivement, de monétiser certaines idées via les jeux vidéo. Tout à fait. On a eu cette hype-là aussi avec l'apparition du métavers. Oui, qui malheureusement était un échec par contre. Qui après, c'est un peu dégonflé. Ah, c'est fortement dégonflé. Comment Meta avait investi, c'est le plus bel exemple. Meta, donc Facebook, Star Messenger. Donc ils avaient investi aux dernières nouvelles presque 90 milliards de dollars les dernières années pour le métavers. On y croyait beaucoup aussi parce que c'est une sorte finalement de jeu vidéo. Alors oui, on n'en a pas parlé non plus aussi, mais il y a tout ce qui est casque virtuel. Et donc ça s'est développé un moment. Il y avait beaucoup de firmes qui investissaient, notamment des boutiques de luxe comme LVMH, etc. Et puis finalement, on a vu que ça n'a pas marché. Et donc maintenant, Meta a fortement réduit les investissements en la matière. Mais il y a quand même, oui, des choses qui vont peut-être se retrouver avec succès dans le secteur du jeu vidéo. Je parlais justement des casques de réalité virtuelle comme Oculus, etc., par exemple, et qui sont utilisés non seulement dans les jeux vidéo, mais on commence à les utiliser aussi maintenant, par exemple, dans l'art. Justement, il y a actuellement la fameuse exposition Toutankhamon à Bruxelles, où on peut être en réalité virtuelle, complètement en immersion dans le tombeau, etc. Donc ça dépasse le jeu vidéo. Oui, on avait rencontré une sculptrice dans notre série de trackers où elle donnait rendez-vous à d'autres sculpteurs de manière virtuelle, et chacun travaillait dans le même atelier avec les mêmes outils à créer des œuvres qui après allaient devenir physiques, mais d'abord dans un atelier virtuel. Et on voit aussi des liens entre le jeu vidéo et le secteur de la défense aussi, par exemple. Ah oui, tout à fait. Et, je dirais, malheureusement, on l'a vu les derniers temps, depuis maintenant un an ou deux, en guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont développé de manière incroyable maintenant le secteur des drones et des robots. D'ailleurs, récemment, ils ont annoncé, on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, mais ils ont lancé une offensive purement de robots, de drones, etc. Donc pilotés à distance, gérés quelque part par des gamers, par des gens qui étaient dans les consoles, et ils ont réussi leur offensive contre les Russes. Et on sait que maintenant, certains soldats, disons, héros, entre guillemets, ukrainiens, sont d'anciens gamers. Et donc oui, ça, dans le secteur aussi de la défense, qui malheureusement aussi est un secteur, on le sait, qui est en plein boom, vu ce qui se passe au niveau géopolitique mondial. Donc là, il y a aussi des sommes folles qui sont dépensées, mais il y a quelque part des applications, quelque part, je dirais, du jeu vidéo qui vont se retrouver dans le secteur de la défense. Et alors, je crois que je connais déjà ta réponse, mais donc, comme en bourse, il s'agit toujours de un petit peu flairer les tendances, être un petit peu en avance sur ce qui se passe. On peut dire que le secteur du jeu vidéo est pleinement dans cette recherche de qu'est-ce qui va être à la mode plus tard. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y aura toujours des licences, des types de jeux qui auront beaucoup de succès. Les tirs de jeux de tir, par exemple, les jeux de sport. On parle au foot, mais il y en a d'autres. Il y a du tennis, il y a du golf, etc. Ça marchera, je pense, aussi toujours. Les jeux de stratégie, moi, j'y joue depuis déjà pas mal de temps. Alors maintenant, c'est vrai que ça se développe beaucoup plus. Il y a une puissance, il y a une telle diversité de scénarios. Et en plus, avec l'IA, où ça devient vraiment compliqué de battre parfois certains adversaires potentiels ou virtuels. Mais oui, je crois qu'il y a toujours des grandes tendances qui vont marcher. Et puis alors oui, il y aura parfois des surprises, bonnes ou mauvaises, ça sera à voir. En
On va maintenant un petit peu voir concrètement qu'est-ce que ça fait les jeux vidéo dans le portefeuille d'un investisseur. Et on va prendre le tien en exemple. Déjà, à quel point ton portefeuille est-il exposé au secteur du jeu vidéo, sachant que les grands mastodontes de la technologie sont tous plus ou moins impliqués dans ce secteur? Oui, je dirais il y a deux manières de s'y intéresser en tant qu'investisseur. Soit, évidemment, on achète des valeurs individuelles, des actions individuelles. On a cité Nvidia, Microsoft, Nintendo, Sony, aussi Sony, la fameuse PlayStation, Ubisoft, Take-Two Interactive. CD Projekt. Oui, exactement, CD Projekt, c'est des Polonais si je ne m'abuse. Et alors, soit donc on investit via des valeurs individuelles. Là, le problème évidemment, mais c'est comme je dirais toute valeur individuelle dans tout secteur, il faut viser juste, il ne faut pas qu'il y ait de déception. L'autre manière, je dirais qui est plus safe, qui est plus sécurisante pour un investisseur, surtout pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé ou qui ne fait pas ça, c'est un ETF par exemple. On a vu plein d'ETF thématiques taillés sur mesure pour les gamers. Oui, tout à fait. Et là, alors, on n'a pas que des éditeurs de jeux vidéo ou des créateurs de consoles, mais on a tout l'écosystème. Oui, exactement. Ça, les ETF peuvent être intéressants. Et en parenthèse, pour l'anecdote, parce que j'ai aussi travaillé en banque, j'ai toujours été étonné. À l'époque, j'en ai parlé, mais ça suscitait peu d'intérêt. Il y a, pour ainsi dire, aucun, fonds bancaire qui est dans le secteur du jeu vidéo. Je ne sais pas très bien pourquoi, alors que oui, c'est un secteur très porteur, en pleine croissance, qui intéresse quand même, je pense, beaucoup de gens. Et donc, oui, si on veut diversifier son portefeuille, pas prendre trop de risques sur l'une ou l'autre valeur individuelle, parce que si on se trompe, malheureusement, ça peut être très mauvais. L'ETF, ça peut être une très très bonne solution. Alors après, il faut voir, oui, il y a différents types d'ETF. Il y en a qui sont plus centrés sur les États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs là-bas. Mais enfin, il ne faut pas oublier non plus les joueurs asiatiques, comme Tencent, NetEase, etc. Et puis alors, il y a je dirais, les ETF plus mondiaux, plus généraux. Ça peut être une très bonne solution. Alors on pose souvent cette question aussi pour l'IA, mais on pourrait se la poser aussi pour le secteur des jeux vidéo. Quand on investit par exemple dans un ETF qui réplique le S&P 500, est-ce que d'une manière on n'investit pas beaucoup dans les jeux vidéo, la technologie, l'IA? Ah, si, énormément. Le secteur technologique au sens large est devenu incontournable, avec le bien et le mal que ça peut faire, parce que, je vais résumer la chose, si on prend le secteur technologique au sens strict, c'est-à-dire les sociétés Apple, Nvidia, etc., on est déjà à peu près à un tiers du S&P 500 qui est représenté par la valeur techno. Mais si on rajoute des boîtes comme Amazon, comme Tesla, etc., qui sont... Tesla, on va dire, oui, des voitures. Non, c'est surtout de la technologie. Alors, Amazon, je cite souvent l'exemple. Alors, les gens me disent, j'ai encore eu le cas il y a quelques jours de la conférence, mais monsieur, Amazon, c'est de l'e-commerce. Je dis oui, mais savez-vous que la société, c'est la société qui investit le plus en R&D au monde. Amazon aussi maintenant emploie, entre guillemets, plus de 1 million de robots. Et on a vu dans différents reportages, ils développent même maintenant des robots humanoïdes. Donc, oui, Amazon, c'est une boîte techno. Donc, si on rajoute ces boîtes-là à, le secteur technologique au sens strict, on arrive déjà à 50% du S&P qui est techno. Donc, c'est incontournable dans les deux sens. Ça veut dire que tant que ça va bien, on ne peut pas rester à côté du secteur techno. Et si on investit dans les S&P 500, comme tu disais très bien, surtout on investit dans le secteur techno. Mais si un jour ça va mal, ce sera la locomotive qui va entraîner tout à la baisse, quoi. Donc, pour l'investisseur lambda, vaut mieux avoir une palette large et se dire que le jeu vidéo est intégré dans tout l'écosystème technologique. Exactement. Alors, effectivement, c'est ou ça, comme je disais, prendre un ETF jeu vidéo, ou alors, investir dans le S&P 500. Quand on voit le poids qu'Nvidia en bourse, Microsoft, etc., de facto, en investissant dans un ETF, disons S&P 500, donc bourse américaine en général, de facto, on met, je dirais, quelques billes dans le jeu vidéo, quoi. Et on participe à l'éclosion de ce secteur-là. Et là, en rentrant, tu vas jouer à quel jeu? C'est une bonne question. C'est vrai, maintenant, la Coupe du Monde approche, donc j'ai un peu de fourmis dans les jambes pour le jeu FIFA, la nouvelle version. Donc voilà. Je dirais en jouant évidemment avec des Diables Rouges, et en essayant qu'ils aient en finale, quoi. Nous aussi, Michel, on espère arriver en finale de la Coupe du Monde, mais dans la vraie vie. Merci en tout cas pour ton intervention. Avant de partir, c'est l'heure de la question au tracker de l'écho. Est-ce que tu as préparé une question en direction de nos auditeurs ?
J'aimerais demander aux trackers de l'écho, tiens justement, que pensent-ils ou sont-ils, disons, dans les starting blocks pour investir ou acheter le fameux jeu GTA 6 y croient-ils ou pas et ont-ils le matériel qui est adapté? Si vous voulez répondre à Michel Ernst, rendez-vous sur notre page Facebook Les Trackers de l'écho. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcast@leco.be. C'était Salim Nesba au micro et Louise Pinchard à la réalisation. On se retrouve d'ici peu sur la playlist de Tracker avec un épisode que nous allons réaliser conjointement avec nos collègues du Brief. Il sera question de la plus grosse entrée en bourse de l'histoire. Je vous dis donc à très bientôt.